Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, élection présidentielle au Nigeria. Atiku Abubakar et Peter Obi s'engagent à contester les résultats du scrutin devant le tribunal. Respectivement arrivés 2e et 3e à la présidentielle nigériane, les candidats de l'opposition dénoncent un processus entaché d'irrégularité. Le One Forest Summit organisé par le Gabon et la France est clôturé ce jeudi 2 mars à Libreville. Le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts, notamment tropicales. Plusieurs résolutions ont été prises, dont un budget de 100 millions d'euros destiné à l'accélération de la stratégie de protection environnementale. Et puis, en République démocratique du Congo, AMS Agro fait le pari de l'autosuffisance alimentaire. La PME locale a décidé de relever le défi du gouvernement afin de contribuer à nourrir les 90 millions d'habitants. Mais tout d'abord, le président français Emmanuel Macron se rend en République démocratique du Congo ce samedi 4 mars. Quatrième et dernière étape de sa tournée en Afrique centrale. À Kinshasa, la nouvelle de la visite a été accueillie de manière mitigée. En effet, plusieurs manifestations ont eu lieu dans le pays cette semaine. Une centaine de manifestants protestaient contre la venue d'Emmanuel Macron devant l'ambassade de France à Kinshasa ce mercredi 1er mars. Si la République démocratique du Congo n'est pas une ancienne colonie française, la perception du soutien de Paris, Rwanda voisin, a attisé un sentiment anti-français. De plus, certains estiment que la France concentre son attention vers l'Afrique centrale en raison d'une rupture des relations avec ses anciennes colonies ouest-africaines. Pour rappel, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 contre lequel il se bat dans la région du Nord Kivu à l'est du pays. Le Rwanda, de son côté, continue de nier tout soutien au groupe rebelle. L'opposition nigériane n'aura pas attendu l'annonce officielle des résultats du scrutin présidentiel du 25 février dernier pour dénoncer des fraudes massives. Des résultats qui ont donné vainqueur mercredi 1er mars le candidat du pouvoir Bola Tinubu à l'issue d'un scrutin disputé. Bola Tinubu, 70 ans, l'a remporté avec 36,31% des voix contre 29% pour Atiku Abubakar et 25% pour Peter Obi. Le 25 février, de multiples incidents logistiques ont émaillé les opérations de vote, mais aussi le comptage des voix. Dénonçant d'éventuelles manipulations, les candidats de l'opposition Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire et Peter Obi du Parti travailliste ont annoncé leur intention de saisir la justice. Écoutons à ce propos Peter Obi. Je veux aller au tribunal. Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné l'élection et nous le prouverons aux Nigériens. Cette élection restera dans les annales comme l'une des plus controversées jamais organisées au Nigeria. Le peuple nigérian a une nouvelle fois été volé par nos supposés dirigeants en qui il avait confiance. Atiku Abubakar dénonce également un processus électoral entaché d'irrégularité et un viol de la démocratie. On l'écoute. Cette élection 2023 était une grande opportunité pour un nouveau départ. Or, les rêves et les aspirations des Nigérians, qui ont bravé tous les obstacles pour se rendre aux urnes, ont été brisés par la commission électorale, qui a complètement échoué dans son rôle. Ces élections n'étaient ni libres ni transparentes. Les indicateurs indiquent qu'il s'agit des pires élections organisées depuis l'avènement de la démocratie. Les manipulations et les fraudes qui ont accompagné cette élection sont sans précédent dans l'histoire de notre nation. Je ne comprends toujours pas pourquoi la commission électorale s'est empressée d'annoncer des résultats, étant donné le nombre de plaintes et d'irrégularités enregistrées. Une enveloppe de 100 millions d'euros destinée aux pays qui ambitionnent d'accélérer leur stratégie de protection environnementale. C'est l'une des décisions prises au terme du One Forest Summit, le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts et plus particulièrement des forêts tropicales. L'événement co-organisé par le Gabon et la France s'est achevé ce jeudi 2 mars à Libreville. Les 6 chefs d'État qui ont pris part à la rencontre ont par ailleurs adopté ce qui est dénommé le plan de Libreville. Je vous propose d'écouter à ce propos le président gabonais Ali Bongo Ondimba. En valorisant ces forêts,
en les exploitant de manière durable, nous développons non seulement l'économie locale, mais nous contribuons également à la décarbonation de l'économie mondiale. Ce sommet, One Forest, est également l'occasion de nous pencher sur l'exploitation durable de nos forêts, sur sa valorisation sur le plan social, sociétal, mais aussi financier, en juste retour des immenses services rendus à notre planète et à notre humanité. C'est un fait. Il n'y a pas de meilleur investissement aujourd'hui que l'investissement dans nos forêts. Également dans l'actualité, en Tunisie, l'exode des ressortissants d'Afrique subsaharienne se poursuit suite à la montée d'attaques racistes et xénophobes à leur encontre. Ce samedi 4 mars, c'est près de 300 Ivoiriens et Maliens souhaitant fuir la Tunisie après des agressions et des manifestations d'hostilité les visant qui seront rapatriés. Selon l'ambassadeur ivoirien à Tunisie, Brahim Si Savané, un départ sur Air Côte d'Ivoire était prévu ce samedi matin à 6h GMT avec 145 passagers à bord. Selon ce dernier, le nombre de candidats ivoiriens au retour atteint 1100 à ce jour. L'ambassade du Mali à Tunis a quant à elle indiqué qu'un avion pouvant transporter 150 personnes avait été affrété sur ordre du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. L'avion aurait quitté Tunis ce matin à 7h GMT. L'agriculture en République démocratique du Congo est le principal pilier de l'activité économique. Une importance prise en compte par les autorités qui se traduit par un budget de 709 millions de dollars en hausse de 59% en 2023, soit l'équivalent de 5,3% du budget national. Le gouvernement encourage ainsi les acteurs du secteur à développer leurs activités. C'est le cas d'Ams Agro, une PME locale qui a décidé de joindre la mécanisation à l'expertise des terres. Un pari salué par les autorités lors de la récolte de plus de 500 hectares de maïs dans les plantations de Mongata. Esther Conan et Eugène Chema. La situation socio-économique dans l'immensité des paysages ruraux congolais gravite autour de l'un des plus grands paradoxes, un potentiel agricole énorme, une population nombreuse et dynamique, constituée par des millions de jeunes en quête de travail. Les causes profondes des difficultés de l'agriculture congolaise sont liées au modèle économique actuel qui reste, malgré certains efforts de diversification, une économie de rente basée sur 4 rentes. La rente minière, la rente pétrolière, la rente foncière et la rente forestière. Ams Agro, une PME locale, a décidé de relever le défi du gouvernement afin de contribuer à nourrir les 90 millions d'habitants. La République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis des lustres des difficultés à trouver la possibilité de produire elle-même ses ressources alimentaires pour répondre aux besoins de sa population. C'est pourquoi, à la suite de l'intérêt particulier au quotidien que porte le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la transformation agricole, nanti d'une expérience avérée de plusieurs années dans le domaine agricole, nous avons opté de nous investir à la recherche de solutions et participer ainsi à la vision du chef de l'État. Ce domaine, comme on le sait, nécessitant non seulement de la résilience, mais aussi beaucoup de moyens. D'emblée, nous avons l'obligation morale de remercier vivement le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Agriculture qui nous a apporté l'encadrement technique nécessaire et cela sans relâche. Du maïs, du manioc, une diversité de cultures et de l'élevage de bovins. Ams Agro, par sa modernité et sa technicité, incarne le nouveau défi du Congo qui veut réussir une transition agroéconomique pour vaincre le grand paradoxe rural congolais. Le pari de l'autosuffisance et l'urgent développement socio-économique doit permettre au Congo de limiter le recours à l'importation des produits pour lesquels il dispose pourtant d'un avantage comparatif avéré. La réussite de Ams Agro sur l'ensemble du territoire limitera la dépense des sommes importantes en devises de la RD Congo pour couvrir ses besoins en denrées alimentaires. Un pari dont est convaincu Senga Barianze, le ministre de l'Agriculture, représentant personnel du chef de l'État, lors de cette importante récolte sur les plantations de Muntanga. Je voudrais, de prime abord,
présenter les salutations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voulait être présent à ces cérémonies. Notre travail en tant que ministre de l'Agriculture, ce n'est pas dans les bureaux climatisés. C'est avec les petits agriculteurs, c'est avec les maraîchers, c'est avec tout ce monde qui nous nourrissent. Avec sa terre fertile, sa pluviométrie régulière et sa population jeune rurale pourrait contribuer à nourrir 25% de l'humanité moyennant des investissements et une politique agricole adéquate. Le Congo veut renouer avec le retour de la confiance des investisseurs privés dans les cultures de consommation locale d'exportation, batailler contre la carence en intra-agricole, revigorer les organisations paysannes et surmonter l'insuffisance des infrastructures locales de transformation, stockage, commercialisation et transformation. Un ensemble de défis dont AMS Agro se veut une vitrine de référence pour la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Du sport pour terminer avec un focus sur le Raja Club Athlétique au Maroc. Une nouvelle académie installée à une vingtaine de kilomètres au sud de Casablanca. Modernité et excellence, ce sont les maîtres mots. Il s'agit de professionnaliser davantage les équipes nationales de football. La plateforme accueille actuellement une vingtaine de jeunes footballeurs venus des 4 coins du pays. Reportage signé Cheikh Omar Kamara. L'Académie du Raja Club Athlétique de Casablanca, lancée le 22 septembre 2022 en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, a vocation à être un lieu de développement des talents de football. L'Académie s'étend sur une superficie de 7,5 hectares et dispose de 2 grands terrains de football en gazon naturel et artificiel, 4 mini-terrains synthétiques pour le mini-football, une salle de musculation, une salle de rééducation, un centre médical, un restaurant et une résidence d'une capacité totale de 84 lits. Ce bijou nous a été offert par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et qui fait suite au parcours de notre club, le Raja Club Athlétique, lors de la Coupe du Monde des clubs en 2013, qui entre un petit peu dans le contexte actuel et de votre présence ici au Maroc. Donc effectivement, on avait participé en tant que représentant de terre d'accueil. Du coup, on avait atteint la finale contre le Bayern Munich. Un exploit à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale, et qui a fait connaître encore bien plus notre club sur les différents continents à travers le monde. Et c'est un petit peu aussi l'objectif de cette académie. Outre la formation au football, le centre attache une importance particulière à la scolarisation des jeunes. En fait, des jeunes sont formés pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Une combinaison de sport et d'études fait partie des offres de l'académie. Essayer de ressortir la meilleure expérience possible pour le développement des jeunes joueurs. C'est un petit peu l'objectif aussi de cette académie, étant donné que cette académie, oui, il y a un entraînement qui est fait, qui est dédié pour l'équipe première, mais c'est essentiellement basé sur la formation de nos jeunes. Effectivement, on travaille sur ce projet-là pour essayer d'offrir les meilleures conditions possibles à nos jeunes, sportivement parlant, mais aussi pédagogiquement, intellectuellement. Oui, le rêve de nos jeunes, c'est d'intégrer l'équipe senior. Le rêve est à portée de main. Fondé en 1949, le Raja Club Athlétique est le 3e club marocain le plus titré après le Wydad Athletic Club de Casablanca et l'association sportive des forces armées royales. Pourvoyeurs de talent, les clubs marocains accueillent depuis des décennies de nombreux joueurs qui ont intégré le football national et international selon Hamza Saïri. Actuellement, 4 joueurs de U17 sont sélectionnés en équipe nationale en vue de la Coupe d'Afrique de la catégorie prévue en Algérie du 29 avril au 17 mai 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.